Yeah, Multi 21. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi 21. Je suis aujourd'hui avec Louis. Louis, comment vas-tu? Salut Clément, salut à tous, ça va très bien? Et aujourd'hui, on fait le bilan d'un championnat. Alors, on est en août, on est en 2020. Faire le bilan d'un championnat, ça pourrait paraître normal dans une année autre. Sauf qu'on sait qu'en sport automobile, les championnats viennent de commencer, tous sauf un, la Formule E qui a commencé en décembre dernier et qui s'est terminé avec un format un peu particulier, on va revenir dessus. On a donc décidé de faire le bilan du championnat, faire les tops, les flops de la série, des pilotes, des écuries, et revenir un peu sur à quel point le Covid a impacté la série. Louis, est-ce que tu peux nous faire un peu le récap de ce qui s'est passé dans cette saison de Formule E impactée fortement par le Covid? Eh ben écoute, c'est assez simple, la saison de Formule E, contrairement à peu près à toutes les saisons de sport auto habituelles, est basée plus sur les années scolaires que les années civiles. Et donc on n'a pas une saison qui commence en mars pour se terminer en novembre, on a une saison qui commence en octobre-novembre cette année, donc en novembre cette année, et qui se termine théoriquement au mois d'août. Sauf que ce qui s'est passé, bien évidemment, tu l'as dit, il y a eu, et tout le monde le sait, mais il y a eu cette situation un peu bizarre à cause du Covid où on n'a pas pu rouler pendant très longtemps. Et donc la saison a commencé normalement, on a fait les 5 premières courses, 2 courses à Diriyah en Arabie Saoudite, une course à Santiago au Chili, une course à Mexico au Mexique et une course à Marrakech au Maroc fin février. Et depuis, eh bien, on n'a pas roulé. Et évidemment, l'enjeu pour la Formule E, c'était de réussir à clôturer cette saison avec le nombre de courses minimales pour pouvoir décerner le titre. Et pour ça, ils ont trouvé une solution. C'était de faire 6 courses d'affilée à Berlin en à peine plus d'une semaine. Et ça a donné quelque chose d'un peu bizarre. Ouais, alors si vous connaissez le circuit de Berlin, c'est un circuit sur un aéroport, l'aéroport de Tempelhof, et la Formule 1 a décidé d'organiser 6 courses divisées en 3 meetings de 2 courses, chacun sur un circuit différent, c'est ce qui était annoncé à la base. On a eu donc les 2 premières courses sur le circuit habituel en sens inverse, les 2 courses suivantes sur le circuit habituel, et 3ème course suivante sur un circuit dit alternatif où en fait il n'y avait que 2 virages de différence. Ça ajoute à cette saison de Formule 1 qui a été un peu spéciale, puisque si on regarde tout le calendrier, donc tu as dit on est passé à Riyad, à Santiago, à Mexico, Marrakech et donc à Berlin. En fait, la Formule 1 qui est à la base un championnat de circuit urbain, là on passe à Mexico donc qui est un circuit de F1, on passe à Marrakech qui est un circuit de touring car, et on passe à Berlin sur un aéroport. Donc finalement les circuits urbains, on en a eu à Riyad et Santiago de Chile pour les 3 premières courses, et après plus rien. Donc ça a ajouté encore à ce côté bizarre de la Formule 1 même avant le confinement et encore plus pendant ce confinement. Et ces 6 meetings ont été accueillis un peu spécialement par les fans. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Louis, de cette idée de 3 circuits différents? Est-ce que ça t'a plu, ces courses qu'on a vues à Berlin? Bah écoute, moi les courses de Formule 1 elles me plaisent toujours parce que c'est toujours un petit peu chaotique, mais en l'occurrence ce circuit de Berlin, qu'on fasse 2 courses sur ce circuit, c'était finalement logique. C'est même d'ailleurs ce qu'on avait fait en début de la saison en Arabie Saoudite. Tout à fait, Mais ouais. je trouve qu'il y avait beaucoup mieux à faire parce qu'on est sur un aérodrome, il y a littéralement rien du tout ici et on peut faire un peu ce qu'on veut. Et en fait, on a eu 3 circuits qui étaient très très similaires, voire même identiques, mais faits dans le sens inverse pour le deuxième meeting. Et je trouve que ça a un petit goût d'inachevé, un petit goût de déception. Et j'aurais aimé que ce soit un peu plus fou et qu'on ait des circuits peut-être un peu plus expérimentaux et un peu plus intéressants. C'était en tout cas l'occasion de tester des nouvelles choses. Effectivement. Et puis on nous avait vendu avant d'arriver à Berlin une bataille à 4 pour le titre entre Antonio Félix da Costa, Stoffel Van Dorn, Jean-Éric Vergne et Sébastien Buemi. La lutte a tourné court vu que Antonio Félix da Costa a gagné les 2 premiers meetings et s'est très vite imposé parmi les top players sur les meetings suivants. Donc finalement, avec quelques courses à disputer à Berlin, Antonio Félix da Costa est devenu champion de Formule E, laissant une saveur d'inutilité à ses dernières courses. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait on était très content d'avoir ce championnat qui a réussi à dominer dans une écurie où il arrivait tout juste. Oui, Da Costa, il a été assez impressionnant cette année. Il est arrivé dans cette écurie d'Este Chita, qui était finalement le fief de Jean-Éric Vergne, double champion en titre de la discipline. Et il s'est adapté à cette écurie d'une manière assez fulgurante et il a pris le dessus sur Jean-Éric Vergne presque sans difficulté. Alors je pense que il a dû travailler beaucoup pour ça, mais en tout cas de l'extérieur ça paraissait presque facile et il s'impose très en avance sur un championnat de 11 courses. Je crois il est champion avant même qu'on fasse les 2 dernières courses de la saison. Oui, tout à fait, ouais. Et donc c'est d'autant plus impressionnant que même en Formule 1 avec 20 courses on voit rarement ça, alors que pourtant Mercedes domine largement les débats. Effectivement, et tu l'as dit, ouais, donc Jean-Éric Vergne avait fait de Test Chicita son team depuis 2 ans, obligeant même André Lauterer
Et avant lui, on avait eu Makingua et puis Esteban Gutiérrez à des rôles de second couteau. Et Antonio Félix da Costa, qui contrairement à Gutiérrez et Lotterer n'a pas fait de F1, n'a pas fait des grands championnats, eh bien, a su s'imposer, a su directement montrer sa patte, puisqu'à part le premier meeting, sinon il est monté très vite sur le podium, et s'imposer dans une équipe qui elle aussi est à féliciter. DS Chicita, deuxième titre d'infilé, troisième fois sur le podium final des constructeurs en 3 ans. Eux qui étaient moqués à leur arrivée puisqu'ils n'avaient pas leur propre moteur, et bien finalement, depuis leur association avec DS, c'est tout gagné et ils s'imposent face aux plus grands constructeurs mondiaux, Nissan, le groupe Volkswagen, Mercedes. Chapeau à cette petite équipe chinoise. Bah oui, c'est comme tu l'as dit, quand ils sont arrivés, c'était une écurie cliente, ils achetaient leur moteur, enfin leur groupe motopropulseur, mais ils ont su montrer que c'était une très bonne équipe de course. Finalement, peut-être que construire une voiture, c'était pas vraiment ce qui les intéressait, mais ce qu'ils voulaient faire, c'était faire la course, et ils sont très bons à ça. Ils ont très vite gagné le respect du paddock, et donc un partenariat constructeur avec le groupe PSA et cette marque DS qui leur fournit maintenant en priorité les groupes motopropulseurs. Et puis ils ont montré qu'ils avaient tout à fait leur place parce qu'ils dominent ce championnat, et même avec différents pilotes maintenant. Donc clairement, ça va être compliqué d'aller les battre sur les années suivantes. Il va falloir cravacher dur derrière. Effectivement. Alors tu l'as dit, la Formule 1 c'est un championnat assez riche dans lequel il y a beaucoup de spectacles. Et donc on a établi nos petits top 3 et nos petits flop 3 traditionnels de la saison. Alors pour ne rien vous cacher, on les a établis en équipe avec Louis avant. Donc on sera d'accord sur les choix de l'autre globalement, sur les top 3 et les flop 3 choisis par l'autre. Louis, je te laisse commencer sur tes top 3. Tu peux choisir équipe ou pilote bien évidemment. Alors, juste avant de dire qui j'ai choisi, je rappelle que on va pas reparler d'Antonio Félix da Costa et de DS Techeetah, qui sont effectivement les grands tops de la saison, mais qui sont finalement tellement évidents que c'est pas trop la peine d'en reparler. Alors, mon premier top 3, c'est Stoffel Vandoorne, qui découvrait un peu encore ce championnat, et avec cette écurie Mercedes qui était là pour la première saison véritablement, même s'il y avait l'équipe HWA l'année dernière. Et Vandoorne, il a fait une très belle saison, il s'est même imposé sur la toute dernière manche, et il termine deuxième du championnat. Donc un championnat très solide pour Vandoorne, qui montre que c'est un très bon pilote et qu'il a parfaitement sa place ici en Formule 1. Je te laisse continuer sur ton deuxième top, mais je suis totalement d'accord sur Stoffel Vandoorne. Mais d'ailleurs, il est arrivé premier podium de la première course. Vraiment, il a porté cette équipe Mercedes. Oui, tout à fait. Alors, j'ai un autre top, du coup, toujours du côté de l'Allemagne, du coup, plus chez Mercedes cette fois, mais chez Audi. C'est René Rast, qui est la très bonne surprise après le limogeage de Daniel Abt. René Rast qui a tout de suite été performant et tout de suite été très très proche de Di Grassi, voire même devant chez Audi. Et donc, en un rien de temps, René Rast, qui est un pilote finalement qu'on connaissait pas trop, qui a commencé par le GT, je crois même qu'il a fait de la Porsche Super Cup, qui est donc un pilote qui a un parcours assez peu conventionnel, qui n'est pas passé par la Formule 3, la Formule 2, mais qui prouve que c'est un excellent pilote, et je pense qu'on va le revoir chez Audi pendant encore de nombreuses années. Et puis je vais continuer du coup, puisque tu veux que je balance tous mes tops d'un coup. Mon dernier top, toujours en Allemagne, allez on reste en Allemagne, j'aime bien les Allemands aujourd'hui, c'est Maximilian Günther, qui n'était pas très convaincant en Formule 2, et puis qui est arrivé chez BMW, remporte 2 courses, il est seulement 9ème du championnat, mais il a beaucoup d'abandons et de résultats, beaucoup d'abandons et de mauvais résultats, mais il a eu quelques coups d'éclat, et je pense que s'il arrive à gagner un peu en régularité, ce sera un des pilotes à suivre pour le championnat. Donc voilà, Günther avec ses 2 victoires, il a été très convaincant. Donc voilà, je te laisse la parole du coup. Je te suis totalement sur ces trois tops. J'ai rien d'autre à dire de plus. Du coup, moi, je vais commencer par Mitch Evans. Mitch Evans qui est bien connu des gens qui suivaient le GP2 et le GP3 au début des années 2010. Mitch Evans qui, depuis qu'il est en Formule E, porte un team. C'est le team Panasonic Jaguar Racing. Il a toujours eu ce team à porter sur ses épaules. C'est lui qui leur a amené leur premier podium, c'est lui qui leur a amené leur première victoire. Et malgré les contre-performances de ses différents coéquipiers, on se souvient que Nelson Piquet Jr. avait eu du mal, qu'Alex Lynn a eu du mal aussi. Cette année, James Calado, c'était pas ça non plus. Eh bien Mitch Evans a terminé ses 3 dernières saisons dans le top 10. Cette année, il termine encore 7ème. Il fait 2 podiums, dont une victoire à Mexico. C'est un très bon pilote. Et je trouve qu'à son âge, parce qu'il est encore jeune, je pense qu'il a même pas encore 25 ans, ou il doit les avoir à peu près maintenant, il doit être à peu près de notre génération. Porter un constructeur comme ça, c'est admirable. Mon deuxième top, c'est une écurie, c'est Virgin. On parlait d'écurie cliente avec Techeetah qui est arrivé en tant que cliente. À la base, DS était avec Virgin. Virgin s'est mis en indépendante.
s'est retrouvé avec Audi et finalement l'association a mieux marché qu'avec DS, et à tel point qu'aujourd'hui Virgin se retrouve devant Audi, leur fournisseur de powertrain. Alors c'est dû à un excellent duo, un Sam Bird, Robin Fringe, c'est un recrutement de très haut niveau, mais c'est surtout dû à une équipe Virgin dont on s'est beaucoup moqué quand elle est arrivée en F1 et qui en Formule E montre que finalement elle sait faire de la course automobile quand on la met sur le même plan que les autres. Et puis le troisième top, c'est les anciens champions, c'est Jean-Éric Vergne, c'est Sébastien Buemi, c'est Lucas Di Grassi qui, après 6 saisons dans la discipline, continue d'être là, continue d'être présent à chaque meeting, continue de jouer le titre. Et alors pour Vergne, on n'en doutait pas, puisque c'est le double champion en titre, mais pour Buemi et Di Grassi, ça commence à faire quelques temps. Et moi personnellement, ça me donne envie de revoir Nelson Piquet Jr. dans un autre contexte en Formule E, et de voir tous ces anciens champions être aussi haut, ça me fait plaisir, et j'espère que ça sera le cas de Antonio Félix da Costa l'an prochain, bien évidemment. Bah oui, mais qui sait, peut-être que Nelson Piquet va pouvoir revenir en Formule E chez NIO, pourquoi pas l'année prochaine. Et donc, Effectivement, ouais. bah tiens, puisqu'on parle de NIO, si tu nous disais un peu quels sont tes flops cette année. Alors je vais me garder Nio comme troisième flop, mais effectivement, ça sera mon troisième flop, mais je vais commencer par Felipe Massa. Felipe Massa est arrivé en Formule E il y a 2 saisons. Il était censé être l'homme de base du projet Rocket Venturi Racing, enfin le projet Venturi. Venturi qui ne fait plus ses propres powertrains, Venturi qui les achète à Mercedes, et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas surtout pour Felipe Massa qui se retrouve très souvent largué. En qualification, il est à la rue complet, ça fait très très mal. En course, il se fait complètement dominer. Pourtant, on est sur une course monoplace, il en a l'habitude, ça fait 20 ans qu'il en fait. Mais il se retrouve assez largué, et je trouve que comme sa dernière saison en F1, c'est un peu ses dernières saisons en F1, c'est plutôt Felipe Massa qui veut pas arrêter sa carrière, qui devrait, parce que ça écorne sa légende et ça fait un peu mal. Le deuxième point, c'est Daniel Abt. Daniel Abt, donc, qui pendant le confinement avait participé à des courses virtuelles pour le compte d'Audi, participé entre guillemets, puisqu'en fait il avait laissé des pilotes jouer à sa place. Il a été mis sur le banc par Audi, exclu par Audi, et il s'est un peu rebellé comme ça. Alors moi j'aimerais dire à Daniel Abt que si Audi l'a pas viré pendant ses années précédentes, c'était uniquement parce que son père avait des parts dans l'équipe, puisque l'équipe s'appelle quand même Audi Sport Team Abt. C'est Abt Sportline, qui est un préparateur pour Audi, qui appartient au père de Daniel Abt, qui fait fonctionner l'écurie de Formule E. Pendant 6 saisons, il a eu des performances scandaleuses chez Audi, et donc il aurait mieux fait de la fermer, de ne pas jouer au malin, et d'apprendre à recommencer. Et la preuve, c'est que il a été mis en fin de saison chez NIO pour remplacer Makinua qui, à cause du coronavirus, ne pouvait pas traverser la moitié du globe pour venir à Berlin. Et il a été tout autant désastreux que dans la Audi. Donc Daniel Abt, si je pouvais lui donner un conseil, ça serait d'arrêter d'être à ce niveau-là, d'arrêter d'être en Formule E, c'est trop pour lui, il n'a pas le niveau. Qu'il aille faire du GT en Allemagne ou quelque chose comme ça, mais il n'a rien à faire ici, et il ne devrait pas se révolter par rapport à son éviction. Et puis la troisième chose, c'est NIO. NIO qui nous prouve chaque année qu'on peut rigoler en Formule E. C'est un peu les HRT de la Formule E. Et chaque année, ils nous proposent. Alors, déjà, ils continuent de faire eux-mêmes leur powertrain alors qu'il est clairement en dessous du niveau. Je ne sais pas comment NIO, le constructeur qui est derrière, peut s'associer à cette écurie-là. Et puis, le line-up de cette année, c'est quand même Oliver Turvey et Makinua, c'est-à-dire un pilote d'endurance et un pilote de touring. Alors moi, quand je fais de la monoplace, je recrute des pilotes de monoplace et pas des pilotes de touring ou d'endurance. Mais après, eux, ils font ce qu'ils veulent. Ça marche pas, ça n'a pas marché, ça ne marche jamais chez NIO. Depuis le premier titre qui était puisque l'équipe vient de China Racing il y a maintenant 6 ans, rien n'a fonctionné. Et NIO devrait peut-être se remettre en question, et les organisateurs de la Formule 2 devraient peut-être les pousser à acheter leur powertrain ou faire quelque chose comme ça, puisque ça ne peut pas continuer comme ça. NIO est largué tout le temps. Et NIO termine encore une saison avec 0 points, et ça c'est assez compliqué à assumer. Ouais, je te laisse me donner tes 3 flops. Effectivement, NIO c'est la seule équipe qui n'a pas marqué de points cette année, donc c'est quand même assez inquiétant pour eux. Il va falloir changer tout ça s'ils veulent cesser d'être aussi ridicules. Mais je crois que tu vas nous parler d'une autre écurie avec très peu de points. Mais oui, moi je vais parler de Dragon aussi qui me fait un peu rire et qui est sur une pente plutôt glissante. Dragon qui termine donc avant-dernier, tout juste devant NIO. Alors pour Dragon, c'est un peu la même chose, puisqu'on avait Brandon Hartley et Sete Camara
qui l'a remplacé, et Nico Müller dans l'autre voiture. Donc des pilotes qui sont pas forcément les plus à même de mener des bonnes courses en monoplace, à part c'était Camara, mais il n'a pas trop eu le temps de montrer de quoi il était capable. Mais oui, cette écurie Dragon, sur la première saison de Formule E, elle était deuxième du championnat. Et depuis, de la deuxième place, elle est passée à la quatrième, puis la huitième, la neuvième, la dixième, et cette année la 11e place. Donc c'est un peu la descente aux enfers pour Dragon, et si ça continue comme ça pour Dragon, l'année prochaine ils seront derrière NIO. Donc clairement, c'est pas du tout une bonne saison pour Dragon, et il va aussi falloir se remettre en question. Alors je l'ai dit, mon deuxième flop, c'est un pilote dont j'ai parlé à l'instant, c'est Brandon Hartley. Brandon Hartley, je le rappelle, c'est quand même un pilote qui a remporté les 24 heures du Mans, qui était un des meilleurs pilotes en endurance. C'est un pilote qui a fait de la Formule 1, et c'est un pilote qui a été mauvais, simplement mauvais ici en Formule E. On s'attendait à un autre niveau. Alors certes, il a peut-être pas une très très bonne auto, mais en tous les cas, il a pas montré grand-chose, Brandon Hartley, et il a été très décevant. Et puis mon dernier flop, c'est Neil Jani. Neil Jani, qui est un protégé de Porsche, qu'on a vu aussi beaucoup en endurance. Et par contre, cette année, avec Porsche, il marque 8 points sur toute la saison, quand son équipier Lotterer en marque 71. Donc il y a presque un rapport 10 points, enfin un rapport x10 entre les deux. Donc c'est quand même mieux que Felipe Massa, qui marque 3 points contre les 41 de son équipier Eduardo Mortara. Mais c'est quand même ridicule. Et là encore, pour Porsche, alors je sais que les constructeurs allemands sont toujours très fidèles envers leurs pilotes, qu'ils arrivent toujours à replacer à droite à gauche, mais chez Porsche il va falloir se poser les bonnes questions, et d'ailleurs ils se sont posé les bonnes questions, puisque c'est Pascal Wehrlein qui va récupérer son volant l'année prochaine, et ça me semble tout à fait logique. Oui, voilà, et puis et pour préciser ce que tu dis, Neil Jani, encore une fois, c'est un pilote qui vient d'un milieu autre que la monoplace. Il n'y a pas de honte, c'est un pilote très performant, mais laissez les pilotes là où ils sont bons, c'est juste ce qu'on leur demande. Et laisser du coup des places en Formule E à des très bons pilotes de monoplace. On parlait en off de Guan Yu Zhou et de certainement d'autres pilotes de F2. Cette année, on a fait la preview de la F2, on vous invite à aller la voir, mais il y a un très très haut niveau, tout le monde le sait. Il y a des pilotes qui n'auront pas leur place en F1. Clairement, il y aura pas de la place pour tout le monde en Formule 1, pour tous les très bons pilotes qui sont en Formule 2, donc il y aura de la place probablement en Formule E. Pourquoi ne pas aller en Formule E ou en IndyCar ou en Super Formula, et que les pilotes qui sont dans ces séries-là, qui sont à la base des pilotes de GT ou de Touring ou d'Endurance, retournent dans des séries. Aujourd'hui, on est à un âge d'or du GT, on est quasiment à un âge d'or du Touring avec le TCR. L'Endurance va un peu moins bien, mais il y a quand même des places à prendre. Voilà, c'est pas la peine d'obstruer la place pour faire des 20e, des 22e, des 24e places au classement final pilote. Ça n'a pas d'intérêt dans un championnat qui, l'année prochaine, sera championnat du monde labellisé FIA, et ça on en reparlera parce que ça posera un autre souci. Mais ce sera un autre débat bien évidemment. La Formule E reviendra en 2021, c'est déjà annoncé. Oui, premier meeting début en janvier. Et premier meeting en janvier à Santiago de Chile. On espère 14 meetings de prévus. 13 ont été annoncés, un reste encore à annoncer. Alors est-ce qu'il sera en Indonésie comme c'était prévu à la base, ou est-ce qu'on ira ailleurs? On ne sait pas. On fera la preview à ce moment-là, et bien évidemment, la Formule 1 qui l'année prochaine n'aura plus non plus de Support Series, puisque le Jaguar IPC Trophy, cette course un peu rigolote, s'arrête au bout de 2 ans. Pas d'autres projets pour l'instant, donc si vous allez voir l'an prochain la Formule 1 à Paris, il n'y aura que la Formule 1, seulement la Formule 1, et ça sera déjà pas mal. On espère être aux Invalides en 2021, ça serait bien. Ça serait bien. Et on vous remercie d'avoir suivi notre vidéo. Merci Louis d'avoir parlé de cette saison un peu spéciale de Formule 1, mais je pense que ça ne sera pas le dernier bilan un peu spécial qu'on fera cette saison. Oui, mais ça a été un plaisir de toute manière. Et puis on espère l'année prochaine que Jean-Éric Vergne sera en mesure de reprendre son titre. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Multi21. Salut! Salut à tous!